Ok, donc nous allons parler de ces deux livres que l'on a décidé d'assembler puisque je me suis rendu compte que le concept de la femme libérée surbookée et de l'enfant nouveau sont en train d'évoluer de façon relativement similaire. Donc, à partir de cela, on a décidé de parler de ces deux livres. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des autres, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai créé donc une petite édition, auto-édition à l'heure actuelle. Je suis thérapeute énergétique holistique à la base. Je travaille donc plus particulièrement ça. Je travaille également un petit peu les énergies subtiles dans les maisons. Et tout ceci, c'est des choses qui me viennent à partir de mon vécu avec les gens, de tout ce que je peux rencontrer, dialoguer et tout cela. Et je peux déjà l'annoncer, puisqu'il y aura une conférence ici en juin, ou à la maison, on fera une conférence sur l'âme, parce que je suis en train d'écrire un bouquin avec l'âme dans tous ces concepts les plus pointus, parce que je suis assez spécialisé dans cet aspect-là. Donc nous allons arriver dans notre schéma de la femme et de l'enfant. On va commencer quand même par la femme, puisque avant l'enfant, il y a eu une femme, bien qu'on ne sait pas encore avec la poule et l'œuf, on cherche toujours. Et donc, le principe de la femme, je veux un peu retracer rapidement le schéma de vie de la femme et le schéma de vie de l'enfant depuis quelques millénaires, parce que nous sommes ici dans une société qui veut que tout soit parfait, et vous allez voir que pas tellement loin, ce ne l'était pas encore. Si on prend le principe de la femme, antérieurement, il y a eu ce qu'on appelle une déesse mère. Donc il y a eu une période qui était la période de la déesse mère, c'est-à-dire que la femme était vénérée par les hommes pour le mystère de l'enfant qui grandissait en elle. Donc la vie prenait naissance en elle. Je ne sais pas si l'homme avait conscience que c'est lui qui avait déposé la graine, mais ce concept de la femme qui crée, entre guillemets, qui porte l'enfant, qui donne la vie à l'enfant, a donné ce concept du matriarcat ou de la déesse mère. Le matriarcat, contrairement au patriarcat, n'est pas radical. C'est-à-dire que au niveau du matriarcat, c'est plutôt un état d'esprit. Le patriarcat est venu très radical, très dur, très autoritaire. Le matriarcat, lui, a plutôt été un concept qui était, par exemple, je ne sais plus très bien le nom, je vais regarder pour ne pas me tromper, les matrilénaires, par exemple, c'était un concept où l'homme devait venir habiter dans le village de la femme, où c'est la femme qui se transmettait, c'est par la lignée de la femme qu'on se transmettait les biens. Donc c'était tout à fait le contraire de ce qu'on a connu par après. Ensuite, je pense que les hommes un petit peu chatouillés de se retrouver dans cette position élevée qu'ils avaient d'ailleurs donnée à la femme, il y a eu cette arrivée aux alentours de moins 1000, moins 500 à peu près, il y a eu l'arrivée donc de toute une série de prophètes qui ont amené le concept du patriarche, c'est-à-dire le père du village qui est devenu le patriarcat. Et la femme s'est fait dégommer comme il faut, elle n'avait à peu près plus aucun pouvoir, et ce patriarcat, il a perduré jusque maintenant. On est vraiment en train de commencer à en sortir, en train de commencer. On est encore loin d'avoir trouvé l'équilibre. Il y a quand même eu des velléités, évidemment, de révolte, entre guillemets, de la femme dans certaines périodes, notamment au XVIIe, par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé les précieuses, qui sont devenues des dames qui, tout ce qu'on voit en général dans les films, d'ailleurs, les dames très bien habillées, qui étaient là avec les musiciens, qui étaient là avec les écrivains, avec les poètes, et qui elles-mêmes ont commencé à développer leurs droits, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que dans le même temps, nous allons rebondir sur l'enfant. Mais l'enfant, initialement, il n'était rien. L'enfant, pendant très longtemps, n'était rien. Et je vais vous expliquer, je vais surtout vous montrer les 300-400 dernières années où c'est assez colossal de se rendre compte comment il n'était rien il n'y a pas encore très longtemps d'ici. L'enfant n'était rien, c'est-à-dire qu'il a toujours été considéré jusque
il y a environ 100-150 années d'ici, il a été considéré par exemple comme le représentant du mal. Donc c'est-à-dire que l'enfant n'était un enfant bien que qu'en devenant adulte, il était dans l'optique de ce que papa avait décidé pour lui. Mais pour tout autre cheminement qu'il aurait pu suivre, toute autre décision de vie, tout autre comportement, le mettait systématiquement en rebelle et en rejet éventuellement, donc on pouvait carrément le renier, le rejeter, et pas très loin, puisque je dirais dans les années 16 à 1700, le père avait encore droit de vie et de mort sur l'enfant. On appelait d'ailleurs à cette époque le père le lieutenant de Dieu. Et là, vous allez voir aussi qu'il y a un basculement qui est assez gênant, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que je finisse le triptyque et parler de l'homme à un moment donné, mais il faut que j'aille le temps. Parce que, justement, l'homme de lieutenant de Dieu, qui avait le droit absolu sur la femme, qui avait le droit jusqu'au droit de mort sur l'enfant, va se trouver à un moment donné, et ce n'est pas pour n'importe quelle raison, il fallait qu'elle vienne d'une décision extrêmement puissante, et la décision puissante n'a jamais été une décision de cœur, ça a été une décision de nécessité. Napoléon avait besoin de chair à canon, de jeunes hommes, et il n'en avait presque pas, donc la femme qui, en 1650, 1700, 1700 et quelques encore, éventuellement, par exemple, si elle donnait le sein, c'était considéré comme un plaisir pervers. L'homme qui s'occupait de sa femme, plus que de raison, était considéré comme adultère. Donc il y avait vraiment des climats, oui, vers 1600-1700, c'était assez impressionnant. Il faudrait que je recherche le nom de la dame qui a écrit cet ouvrage-là, il est génial. Et donc ça veut dire que la femme n'avait pas de place, l'enfant n'avait pas de place. Et puis, il y a eu le début de cette période où on a voulu protéger l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on est arrivé à l'épisode des femmes précieuses, donc elles ont quand même commencé à dire « mais on a le droit d'exister, on a le droit d'être là », à ce moment-là, dans le même temps, on s'est trouvé avec les nourrices, puisque les femmes ne voulaient pas ni perdre leur temps, ni abîmer leur corps pour l'enfant. Donc l'enfant naissait, la maman ne le touchait même pas, il était pris en charge tout de suite par ce qu'on appelait les entremetteurs ou les entremetteuses, qui les embarquaient dès la naissance et allaient les conduire hors de la ville, dans les campagnes, où on rétribuait les nourrices, c'est-à-dire les gens du peuple, qui elles-mêmes délaissaient bien souvent leurs enfants pour essayer d'allaiter les autres, puisque là, elles avaient des petites pièces. Et ce système a connu, par exemple, un épisode assez dramatique, entre guillemets, en tout cas, la découverte en a été dramatique, vers 1670, si je me souviens bien, il y a eu quelque chose qu'on a appelé l'édit des charrettes. Donc c'était comme une loi à l'époque, un édit. Et l'édit des charrettes qui a été promulgué à cette époque-là disait, avait en sens global, dorénavant, tous les entremetteurs sont tenus de ne plus transporter les enfants que sur des charrettes possédant des bords, parce qu'on se rendait compte qu'on en perdait trop en chemin. Donc c'est-à-dire qu'ils partaient, et quand ils arrivaient chez la nourrice, il en manquait l'un ou l'autre, et puis voilà, ils étaient dans les fossés, et puis c'est tout. Il faut savoir qu'à cette époque, par exemple, d'après le travail que cette dame avait fait, il y avait environ 35% d'enfants qui ne connaissaient pas leur 5e année. Donc il y a très peu d'enfants qui revenaient chez eux. On a commencé à évoluer là, et la femme qui était considérée comme jouissant d'un plaisir pervers en donnant le sein, mais je dis à mon ami, il ne connaissait pas les crevasses, parce que je sais que c'est quelque chose qui existe parfois, qui doivent être jouitives. Donc ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, on a décidé que la femme qui n'allaitait pas l'enfant était une mauvaise mère. Mais on a décidé aussi que l'homme qui était lieutenant de Dieu, qui avait le droit absolu de justice, entre guillemets, sur sa femme, à ce moment-là, ne pouvait plus toucher sa femme et ne pouvait plus toucher son enfant puisqu'il fallait les protéger. Et tout ça semble s'être tourné sur environ 50 ans. Ce sont les philosophes à l'époque qui géraient. Il y avait l'Église et les philosophes, et c'était les deux zones qui géraient l'information en règle générale par rapport à tout cela. Le droit de l'enfant
les premières sociétés qui se sont créées pour essayer de protéger l'enfant datent de fin 1800, début 1900. Et il y a des enfants début 1900 qui travaillaient déjà parfois à 9 ans. Donc on est encore très loin des protections importantes. La protection de la femme, il fallait d'abord qu'elle existe. Or, la femme n'existait pas au début du XXe siècle, elle n'existait toujours pas. Et je vais en donner comme exemple un accident de roulage. Je ne sais pas comment ils faisaient des accidents de roulage à cette époque, mais enfin, avec les vitesses des voitures, mais enfin, il y avait eu un couple décédé, et on faisait l'autopsie de l'homme, mais ça ne servait à rien, c'est dans un procès verbal, ça ne servait à rien de faire l'autopsie de la femme, puisqu'elle n'a quand même pas d'âme. On est en 1921 dans ce rapport. Donc, on est encore, à ce moment-là, très loin. Moi, j'adore remonter tout ça, parce qu'il faut qu'on se rende compte que quand on veut être parfait aujourd'hui, on vient de très loin. Qu'est-ce qui a amené le déclenchement et l'évolution? Je vais dire maintenant autant finalement la femme que l'enfant, l'un ayant entraîné l'autre quelque part. Mais il y a deux éléments qui sont très importants et vous allez voir qu'ils ont l'air d'être assez banals. Il y a celui du droit de vote, je vais d'abord mettre celui-là avant les deux autres. Il y a celui du droit de vote de la femme qui arrive en Belgique, je crois, dans les années 47-48. C'était un peu avant en France, un peu avant en Angleterre, mais en Belgique 47-48. Donc à ce moment-là, ne vous vexez pas, mais la femme commence à être reconnue comme étant intelligente assez que pour pouvoir intervenir sur la gestion de l'État. Donc voilà, avant ça, c'était poubelle. On est en 47-48, c'est-à-dire l'après-guerre. Mais l'après-guerre a deux autres phénomènes énormes qui sont intervenus. Il y en a un qui s'appelle la pénicilline. Et la pénicilline, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est arrivée avec les soldats américains. Et la pénicilline a créé un séisme psychologique énorme, parce que pour la première fois, au milieu des croyances religieuses, qui étaient quand même le centre de la réflexion de l'époque, quelqu'un d'autre que Dieu avait le pouvoir de prolonger la vie. Avant, c'était Dieu qui était tout-puissant de tout. Quelqu'un d'autre, un humain, a le pouvoir de prolonger la vie. Ce qui veut dire qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait à ce moment-là, mais on a commencé à ébranler l'hégémonie absolue de l'Église. À ce moment-là, je crois qu'on va dire de l'Église, il n'y en avait pas plusieurs chez nous. Elle a perdu ce pouvoir et la femme a commencé à retrouver de la place. N'oubliez pas que c'est l'émergence des dieux monothéistes, masculins, qui ont balayé la déesse mère, la femme. Et donc, ici, on arrive maintenant à ce que le Dieu monothéiste, ça ne se verbalise pas comme ça à cette époque-là, c'est quand on regarde de maintenant qu'on peut le voir, le Dieu monothéiste est secoué, le patriarcat commence un petit peu à vaciller. Deuxième phénomène, nous sautons sur l'autre livre, les enfants. Deuxième phénomène, les couches culottes. Bon, en perse pour ne pas le nommer, toute publicité interdite. Les couches culottes, qu'est-ce qui se passe? En fait, contrairement à ce qu'à l'époque, on était mailloté minimum comme ça jusque-là, et on m'a dit qu'à une époque, c'était même comme ça jusqu'au-dessus. T'as connu? Ah, tu me tracassais. Tu me tracassais. Bien conservé. Le maillotage, en fait, des enfants, qu'est-ce qu'il faisait? Mais, si vous imaginez que pendant 1 an, l'enfant, il est comme ça, du matin au soir, dans un lit. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de manifestation. À partir du moment où on a commencé déjà avec les draps, d'abord, avant en Perse, on a quand même déjà commencé avec les draps de coton, là, mais qu'on a commencé à relâcher les gens, vous imaginez ce que c'est? La manière d'emmailloter, c'est énorme ce que ça a créé. L'enfant a pu explorer. Allez regarder un enfant maintenant à la naissance, il est à peine né, certains sont déjà là en train de se pousser, ils ont les yeux comme ça, tout de suite, ils sont éveillés, on va en parler après, c'est les enfants nouveaux. Ça veut dire que, en même temps que la femme commence à être reconnue tout doucement, et en même temps que l'enfant commence à trouver une certaine autonomie, on a donc un climat qui va changer. Il est important que vous teniez compte de la notion d'un climat, parce que c'est une interaction absolue.
À l'heure actuelle, les énergies de la Terre, du Soleil, de l'univers sont en train de changer pour nous. Les gausses dans le sol changent, le magnétisme change, les éruptions solaires changent. Ça se fait régulièrement, mais en milliers ou en millions d'années, donc on n'a pas l'habitude de le voir. Mais c'est comme ça. Donc c'est naturel à la base. Mais nous sommes en train de subir ce mouvement. En même temps que ce mouvement change, donc que les vibrations changent, les comportements sont en train aussi, eux, de changer. Les comportements font qu'on émet autre chose. Et je vais vous donner une toute petite différence, par exemple, entre l'enfant nouveau et l'enfant du passé, c'est-à-dire nous sommes tous des enfants du passé, de périodes différentes, mais nous sommes tous ici nés en tant qu'enfants dans le non-droit. Ne va pas, ne fais pas, tu ne peux pas, il ne faut pas, tu dois écouter, tu dois obéir, tu dois, tu peux pas, tu peux pas. L'enfant nouveau, on en parlera tout à l'heure, il est né dans la notion de droit. C'est donc élémentaire que dans sa manière de s'exprimer, il va être différent. Mais le climat énergétique autour anime aussi cette différence. Donc il y a une interaction permanente entre l'évolution de la société qui... je ne pense pas que c'est vraiment elle qui influence très fort les planètes. On dit que tout est interactif, c'est vrai. Je pense qu'on intervient un petit peu, mais sur le milliard de planètes, on a encore du boulot. Mais par contre, le climat des planètes intervient très fort et nous sommes dans un climat en pleine évolution, en plein mouvement. L'enfant va évoluer un peu en parallèle de la femme, c'est-à-dire qu'on va, comme je l'ai dit, on va quand même rester longtemps, nous encore, dans la naissance, dans le non-droit. L'obéissance, la soumission, le non-droit. Assez étonnamment, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand nous naissons, nous sommes 50 cm, à peu près, c'est ça, je crois, d'incapacité, d'impuissance, d'impossibilité. Nix te doen, on ne sait rien faire. Et, assez étonnamment encore, nous sommes de la race des mammifères, et nous sommes le seul mammifère qui ne sache pas se lever. Tous les autres vont suivre leurs parents. Et nous, pas. Impuissants, incapables, donc soumis. Soumis absolus. Et puis, dans ce climat où tous les mammifères sont dans le même cycle, tous les mammifères vont reproduire exactement la même chose, sauf nous, qui allons nous différencier complètement de nos parents. Donc on est complètement soumis pour devenir complètement différent. C'est quand même colossal, le mouvement, l'évolution que l'on va vivre là. La société va évoluer. Il y a par exemple mai 68. Mai 68 qui a été un déclenchement énorme, de nouveau, un climat dont on n'a pas mesuré l'ampleur, mais que des jeunes adolescents osent tenir tête à qui ? Au pouvoir, à l'enseignement, au ministère, aux parents. C'est-à-dire tout ce qui était à la tête des non-droits. Donc ils ont ouvert une brèche. Ils ont ouvert une brèche énorme là. Maintenant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en même temps, à peu près la même année, il y avait en Chine une révolte estudiantine identique. On n'en a jamais parlé. La Chine n'exprimait pas beaucoup à l'époque. Et il y avait la même chose à peu près en Pologne. Donc nous voici avec 3 pays, et à l'époque on n'était pas avec Internet, qui communiquaient comme maintenant, et pourtant voici 3 pays, j'ai presque envie de dire sur 3 continents, qui se sont révoltés, c'est-à-dire que l'adolescence a manifesté « stop, on en a assez de subir ». 68. Environ vers les années 80, je crois, la première année de la femme. La première fois où on a vraiment reconnu la femme. Vous ne vous souvenez peut-être plus, mais dans les actes de mariage antérieurs à 80, la femme, c'est parce que le gars là qui dit ça, t'en as rien à foutre, tu te réjouis d'aller bien vite manger, d'aller boire un verre, et il te raconte tout un grand truc, là, puis le bisou, on attend le bisou. Mais il faisait dire en fait que la femme jurait fidélité, obéissance, de suivre et d'obéir à son mari en toutes circonstances. Il y a à peu près personne qui a entendu cette phrase-là dans le texte. N'empêche qu'il était mis. Mais l'incidence était énorme. La femme devait effectivement suivre son mari.
La femme n'avait pas le droit d'adultère, l'homme avait le droit. La femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte sans l'aval, sans l'autorisation de l'homme avait le droit. Donc en 80, nous sommes encore, enfin on approche du changement, on est encore en patriarcat absolu, mais les jeunes ont déjà créé une brèche. 80, 82, je ne me rappelle plus très bien, la femme, à sa première année de journée de la femme, et on va commencer là à bouger. Et évidemment, quand on commence à bouger, surtout s'il vous plaît, ne vous vexez pas, mais j'ai une image très explicite, quand vous voyez comme ça dans les campagnes, et que vous voyez les fermes, et que vous voyez les vaches qui ont été enfermées tout l'hiver, et puis qui un jour vont sortir, regardez un peu les jeunes veaux, comment ils sortent de l'étable. Ils foutent le corps dans tous les sens, ils piquent, ils courent, ils partent. Ben oui, on te lâche de quelque chose que tu n'as jamais eu le droit, tu n'as jamais pu le découvrir, tu ne sais pas ce que c'est. Qu'ont fait les premières femmes dans la libération, et j'en ai connu pas mal, et j'ai connu pas mal de mecs qui restaient la bouche ouverte, en gros, il y en a un qui m'avait dit, écoute, c'est génial, mon père battait ma mère. Moi qui dis, je n'étais pas du tout d'accord avec ça, et tout au contraire, j'ai dit un jour à ma mère, on est en 85, 87, je ne sais plus bien, moi j'ai dit à ma femme, mais j'estime que tu as autant de droits que l'homme, c'est fini, ces temps-là, c'est fait. J'ai ouvert la porte, il dit, je ne l'ai plus jamais revu. Ben oui, parce que quand la femme a senti, certaines femmes, et on s'entend toujours bien, quand elle a senti qu'elle pouvait enfin faire autrement, oui, elle commence à avoir droit au chômage ou au CPS éventuellement, elle n'avait pas avant. Elle était reconnue, elle avait le droit de divorcer, elle ne l'avait pas avant, elle avait le droit d'ouvrir des comptes, elle ne l'avait pas avant. Donc cette liberté, évidemment, ça a créé un climat phénoménal qui a fait que certaines femmes sont parties dans l'excès. C'est toujours comme ça, c'est pour tous les thèmes, elles sont parties dans l'excès. L'enfant, pendant ce temps-là, commence à accéder à cette forme d'autonomie. La femme la découvre, l'homme essaye de l'écouter ou de se faire rouler, certains réussissent à ouvrir et certaines restent quand même, parce qu'il ne faut pas accabler tout le monde, et on va arriver à ce moment-là à ce qu'on essaye de créer une nouvelle synergie, un nouveau climat. Et on va approcher des années donc 90, et pourtant, moi je sais, mais je ne sais pas préciser comment on peut dire ça, qu'à partir des années 82-84, c'est-à-dire l'année où je dis que la femme a eu, je crois, sa première notion, reconnaissance de son droit, à partir de là, on a vu arriver des âmes d'enfants nettement différentes déjà. Mais elles n'étaient pas encore aussi libres que les enfants de l'an 2000, c'est pour ça que moi j'ai écrit les enfants du troisième millénaire, parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose en 98, 99, 2000. Cette liberté des enfants, elle s'est manifestée par, à cette époque-là, beaucoup de chutes dans les drogues, par exemple. Mais, assez étrangement, expérimentée. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'époque dans les sociétés sud-américaines, sud-africaines et compagnie, on aurait dit que c'est comme s'il passait un cap, comme s'il passait une expérience. Et assez étrangement, j'ai suivi des jeunes à cette époque-là, donc je ne dis pas que c'est bien, mais j'ai suivi des jeunes à cette époque-là qui sont sortis tout seuls de la drogue. Alors que dans les années 60-70, quand quelqu'un basculait dans la drogue, en général, il était fini. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait une volonté consciente. Pas très positive, mais il y avait une volonté consciente. Il y avait vraiment un changement qui était en train de se préparer. Et on va arriver dans les années 2000. La femme accède à de plus en plus de liberté. Liberté. Avant, la femme occupait ses journées à la maison. Maintenant, la femme doit toujours faire une majorité du travail à la maison, veut un travail, oui, elle l'a quand même cherché, un travail à mi-temps, voire à temps plein, souhaite avoir des temps pour elle, ce qui est tout à fait normal, ça s'appelle la liberté et l'autonomie, alors qu'elle n'arrivait déjà pas à s'en sortir de sa journée avant. Certes, il y a une machine à lessiver différente d'avant, il y a un aspirateur différent de la brosse d'avant, et ainsi de suite, mais il y a beaucoup plus aussi à faire, les espaces sont beaucoup plus grands, et ainsi de suite. On consomme beaucoup plus d'habits et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, elle veut aller dehors, ce qui est tout à fait logique, c'est ça la liberté, c'est ça l'autonomie.
Et elle veut avoir du temps à elle, monsieur va bien au sport, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas faire ceci, cela? C'est tout à fait logique aussi. Et elle n'a pas encore appris à déléguer. Parce que déléguer, en fait, c'est la seule solution pour pouvoir arriver à ce que l'harmonie s'installe. Alors, j'adore quand j'ai des dames devant moi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un tout petit peu provocateur. Donc, ça veut dire que quand elle me la joue un peu serrée, à un moment donné, je vais gentiment envoyer une petite douceur. Et la petite douceur, c'est, écoutez, de toute façon, puisque vous voulez partager avec l'homme, il n'y a pas 36 solutions. Il faut accepter aussi que l'homme puisse s'occuper. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous séparer, donnez les enfants à monsieur. Ah non, les enfants, c'est moi. D'abord, un homme ne les mettra jamais au monde. Donc, nous cherchons l'autonomie et l'égalité, mais en manifestant bien que la nature nous a donné un pouvoir qui ne sera jamais égalitaire. En tout cas, absolu. Donc, pourquoi est-ce qu'elle s'accroche à ça comme étant le siège, apparemment, de son droit, de sa différence, de quoi? Du cœur. Je vous ai montré qu'en 1600-1700, les femmes ne touchaient pas leurs enfants. Et donc il y en a 35% qui revenaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Je n'ai pas été loin assez tout à l'heure, et après on les remettait dans des couvents ou bien dans des orphelinats. Donc la femme ne s'en occupait à peu près pas. Donc c'est quelque chose qui s'est développé aussi, ça. Pourquoi est-ce que la femme est en train de bloquer comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle a ce besoin de remanifester aussi fort cette notion que l'enfant existe? Quelqu'un qui a une idée? Ta-da-da. Reprenez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous venons de la déesse mère. Donc la femme existe parce qu'elle est mère et qu'elle est vénérée par l'homme en tant que mère. La femme a perdu son statut de déesse mère, mais elle est restée mère, n'ayant plus aucun droit. Donc le seul pouvoir qu'elle avait, c'était de faire des enfants. La seule reconnaissance qu'elle avait, c'était de faire des enfants. Ensuite, elle a voulu prendre sa liberté. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'on est très vite revenu au fait qu'il fallait s'occuper des enfants pour avoir des jeunes enfants et ainsi de suite. Mais là, on a commencé à la respecter, plus ou moins. On est en 1800, 1900, donc on peut mettre plutôt moins que plus. Mais on a commencé à la respecter. Et puis, elle ne travaillait pas à l'extérieur. Sa fonctionnalité, excusez-moi du terme, c'était mettre des enfants au monde. Et s'en occuper et faire en sorte qui participe à la vie sociale. Le social, c'est l'homme, c'est dehors. La femme, elle était dedans. Donc ça veut dire que jusqu'à cette libération, la femme a, sous divers couverts, existé, jamais en tant que femme. Déesse, ce n'est pas une femme. Femme soumise, ce n'est pas une femme. Femme qui cherchait son autonomie, ça commençait un tout petit peu, mais c'est retombé très vite dans le nom, à part chez les Celtes. Les Celtes ont toujours eu une perception assez différente de la femme. On pourrait presque même parler d'un matriarcat, ou en tout cas d'un partage chez les Celtes. C'est assez étonnant dans leur société. Mais la femme n'a jamais existé, jusque maintenant. Jusque 70, 80, 90, c'est-à-dire quand on commence à essayer de sortir. Ce qui veut dire que la femme se trouve prise à son propre piège, entre guillemets, de la vie, de la société pour le moment, c'est que cette liberté, cette autonomie, et ainsi de suite, elle en possède le désir, mais elle possède en même temps la peur d'aller vers cette liberté, vers cette autonomie. Parce que malgré tout, à l'heure actuelle, peut-être que dans 2000 ans, si on se revoit, on fera une autre conférence, il y aura peut-être des différences d'énergie, mais à l'heure actuelle, l'homme reste quand même quelqu'un ou quelque chose qui a une place différente de celle de la femme, nonobstant l'enfant. La femme, moi le truc que j'entends dans les femmes seules qui râlent parce qu'elles restent seules, c'est oui, il y a des choses que je ne sais pas faire toute seule. Il y a des choses que je ne sais pas faire au niveau l'électricité ou ceci, cela, bien qu'il y ait des bricoleuses. Hein. Mais il y en a quand même pas mal qui n'ont pas ça. Il y en a qui se sentent fragiles. Il y en a qui ont peur, qui ne se sentent pas protégés. Oui, parce que de tout temps, le concept a quand même été que l'homme était la puissance protectrice et la femme étant la puissance nourricière, ou nourritrice, avec ça. Elle était la puissance nourricière.
Donc ça veut dire que ces concepts, ils continuent à nous tenir. Et puis voilà l'enfant. Une des choses que vous n'avez peut-être jamais pensé, c'est que vous avez tous été un enfant. Donc, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas pensé, c'est une bonne, ça. Ça veut dire que vous êtes toujours sous influence de ce que vous avez pensé quand vous étiez enfant, de ce que vous aviez vécu, de ce que vous avez espéré, de ce que vous n'avez pas reçu, de ce que vous avez souffert. C'est un des principes qui fait que les gens ont beaucoup plus besoin maintenant d'aller travailler pour leur évolution. Leur évolution, c'est très souvent libérer les instincts profonds comme ça, parce qu'ils restent imprimés en nous. L'enfant du passé, évidemment, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il va faire? Et je vais le mettre plus particulièrement chez la femme. Ben, elle s'est toujours occupée de l'enfant. L'enfant et elle, c'est un binôme. Ça a toujours été comme ça, la chair de ma chair. Beaucoup de femmes parlaient « mon enfant »,« mes enfants », rarement « nos enfants ». Mais l'homme aussi pouvait le faire, hein, il disait « tes gosses », qu'il avait un autre langage. Mais en français... Oui. C'est ça, voilà. Nos amours. Ça veut dire que... Oui, on parle toujours en général. Ça veut dire que cette information de la manière de gérer la situation avec les enfants fait que maintenant, la femme voudrait permettre de donner aux enfants. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, elle a déjà tout le travail de la maison, en gros, même si maintenant les hommes commencent à partager un peu, semble-t-il, parce qu'on me répond toujours... Pas du tout, ça va. J'ai pas du tout à ma droite, j'ai énormément devant moi. Voilà, nous allons faire un sondage. Beaucoup. Non, je mens. Ça veut dire que le concept de partage, pour le moment, ne se fait pas encore comme il faut. L'enfant arrive non seulement avec autant maman que papa qui veulent essayer de lui donner autre chose que ce qu'eux-mêmes n'ont pas bien vécu, donc ils ont envie de donner, mais en se trouvant dans une situation où on n'a plus de repères. Avant, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'était 2 rails, 90 de large, et ça marchait comme ça, il y avait très peu de changements. Maintenant, on n'a plus du tout les repères. D'ailleurs, on est même à vouloir faire, entre guillemets, tout à fait autrement. On veut révolutionner. En voulant révolutionner, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas réalisé que devant, il n'y a personne. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'étalonnage. Il n'y a pas de comparatif. Il n'y a rien. Il y a que chacun doit essayer, à l'instant présent, de trouver sa compréhension, son passage, sa perception, son, mais sans rien devant. Et l'enfant, lui, mais l'enfant, il arrive avec une faculté extraordinaire, il a le droit de ne plus être comme. Merci, je l'avais bien compris, j'étais déjà prêt à le faire, vous dit-il. Et il plonge dans les failles. Alors les failles, quelles sont-elles? Contrairement au passé, papa-maman, ce n'est plus aussi indissoluble. Il y a régulièrement des scissions qui vont apparaître. Deuxièmement, papa-maman ne sont plus aussi restrictifs que par le passé, ni l'un ni l'autre. Quand ils ne sont pas ensemble, c'est encore facile, on peut jouer un peu entre les deux, parce que l'enfant est intelligent de nature, donc on plie un peu là, je n'ai pas là, et on va jouer là-dedans. Et l'enfant a un autre avantage colossal, c'est que lui, et je vais prendre en comparaison les ordinateurs, je ne sais pas si vous vous rappelez des Commodore 64, 128, là, je ne sais pas quoi, tant dessus, ils ne travaillaient pas à la maison à ce moment-là. Et puis on est passé au PC, je résume, et puis maintenant on est passé au giga et ainsi de suite. Et au micro, oui. Ça veut dire que le formatage de base a changé, on est bien d'accord. Quand on voit ce qu'on avait avant dans le Commodore et ce qu'on a maintenant, moi je me rappelle encore sur le premier PC, vous deviez mettre une disquette pour installer une souris. Maintenant, vous mettez n'importe quoi, tchac, pouf, attends une seconde, je cherche, ça va, ok, on peut y aller, et il détecte, je ne sais pas combien, de milliers de matériel. L'enfant, il est exactement dans le même schéma par rapport à nous, les parents. C'est-à-dire que lui, il est formaté liberté. Liberté, égalité,
choucroute. Non, c'est Truc qui avait dit ça. Il est formaté liberté, lui, absolue. C'est-à-dire que lui, dans son esprit, dans son espace, il va naturellement recevoir. Alors je vais vous donner quelques petites phrases d'enfants. Avant, un parent pouvait dire, tu sais, tu dois être content avec tes parents, tu dois les remercier, et tu as de la chance que tu as un toit et que tu as à manger tous les jours. Et l'enfant d'aujourd'hui va vous dire, et il ne fallait pas me faire. Hein. L'enfant avant, ben, la notion affectif, et on n'en veut à personne, puisque c'était une suite logique de ne pas recevoir, mais l'affectif était très limité. Et quand, à un moment donné, une maman donnait éventuellement tout son amour, le papa c'était exceptionnel à l'époque, quand une maman donnait tout son amour, soit de plein amour, c'était bien mais un peu étouffant, soit de peur, c'était bien mais c'était stressant, soit de castration, c'est très bien mais je ne peux plus bouger. Il y avait quand même toujours quelque chose dedans. Maintenant, la femme se travaille, l'homme se travaille, donc on a envie d'être plus cool et de donner un amour plus naturel, plus inconditionnel. On aime. Mais si vous ne le faites pas, l'enfant va vous dire quoi? Et si tu ne voulais pas m'aimer, il ne fallait pas me faire. Même chose. Avant, on vous disait, on ne peut pas mentir. C'est pas bien de mentir. Mais quand on ira chez bon papa et bonne maman, ne leur dis quand même pas ça, sais-tu, parce que ça va leur faire de la peine, il ne faut pas. Oui, c'est quand même étonnant ça. Avant, il fallait respecter les règles. Et je connais pas mal de gens où, on va reprendre le concept de l'époque, il fallait aller à messe. Mais vous y allez, nous on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse des choses. Et les parents ont commencé à ne plus aller à messe en envoyant leurs enfants. Pour beaucoup de personnes, on a commencé à créer des coupures et maintenant l'enfant dira « Eh, attends, tu veux que j'y aille, tu n'y vas pas, pourquoi tu n'y vas pas toi? Tu ne crois pas toi à ça? Ben moi non plus. » Parce que l'enfant est animé par un phénomène énorme, il est formaté naturel, droit, justice. Je pense qu'on peut aller déjà jusqu'à un soupçon de tolérance. Je ne sais pas si le mot n'est pas un peu fort, mais il est en tout cas attentif aux autres. Surtout le différent, l'étranger, le handicapé, celui qui n'est pas bien dans sa peau. Si vous faites attention, les petits-enfants, je parle donc depuis 98-2000, hein. C'est énorme de voir l'intérêt de ces enfants-là. Moi je ne sais pas dire ça autrement que d'être formatés, ils sont déjà préprogrammés à « on est là pour l'harmonie ». Et c'est ça qui est terriblement difficile, parce que quand je dis ça, évidemment, je peux peut-être lire dans certaines têtes, oui, mais moi je ne vois pas comment on peut s'en occuper. Parce qu'à côté de ça, ils sont assez incompréhensibles. Ben oui, parce qu'eux ne comprennent pas non plus. Pourquoi? Rappelez-vous le système parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y avait des gens devant, il y avait des modèles, même si on n'aimait pas trop, mais il y avait des modèles. Ici, eux n'ont pas encore de modèle, parce que les parents que nous sommes n'ont pas encore trouvé l'équilibre, la manière de gérer comme il faut ça. Et eux viennent encore plus vite. En gros, donc moi je nous compare, nous, à lycée hier, et eux c'est TGV, quoi. Je dis nous, les gens qui se travaillent. Ceux qui ne se travaillent pas, c'est les tortillards, et puis ils ont TGV à côté, là ils sont morts. Et nous, ceux qui essayons de nous prendre un peu en réfléchir, essayer de comprendre et tout ça, ben, on va comparer qu'on est un interville, et eux c'est TGV. Donc quand toi tu dis, tiens, au fait, pouf, ben lui, il est déjà là au bout, il est parti. Parce qu'ils ont un fonctionnement différent. C'est d'ailleurs un de leurs problèmes, c'est qu'ils fonctionnent tellement vite qu'ils n'arrivent pas, ça peut aller jusqu'à des dyslexies et tout ça, par l'excès de pensées ultra rapides qu'ils peuvent avoir dans la tête. On ne va pas les comparer tous. Je vais reprendre un petit peu les termes qu'on utilise généralement. Moi, je suis des années 50, c'était clair, ça s'appelait le canard noir. Je suis un enfant différent. Donc, ça s'appelle le canard noir. Encore, il y a 4-5 ans d'ici, mes parents m'ont dit « Mais toi, on t'a jamais compris, quoi. Tu n'as jamais compris ce que tu voulais, pourtant j'ai travaillé avec eux, j'ai vécu avec eux. On n'a jamais compris, on ne comprenait pas bien pourquoi tu raisonnais pas comme ça, pourquoi tu étais. Et encore maintenant, ben, tu es complètement dehors. Il n'y a personne chez moi qui est dans ce fonctionnement-là. J'ai des perceptions, des capacités, il n'y a personne dans la famille, je suis un extraterrestre. » Après, à un moment donné, il y a eu une appellation qui a été très courte, heureusement, mais je la trouve assez amusante. Ça a été les enfants téflons.
car la pointe Tefal n'accroche pas, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne savait pas les saisir, c'est un certain Kemp qui a donné cette appellation-là, mais ça a été très très limité, c'est très vite arrivé à Indigo, avec Nancy Traube et Caroline, Lee et Traube. L'enfant téflon, c'était parce qu'on ne savait pas les approcher, on ne savait pas les accrocher, on ne savait pas les définir, donc il avait donné ça. On est arrivé au téflon, à l'indigo, et à l'indigo, je suis désolé, mais on est devenu sectaire. Il y a déjà des sectes qui existent avec la communication Kyréon, et puis on a fait un système élitiste et tout ça. Les enfants différents, à l'heure actuelle, je peux vous le dire, parce que j'en reçois beaucoup, les parents maintenant amènent des tout jeunes enfants, c'est le pied absolu, c'est génial à discuter avec eux. Les enfants nouveaux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont besoin de sentir que vous savez, ils ont besoin de sentir que vous comprenez, ils ont besoin de sentir qu'ils ne vous roulent pas. Parce que c'est le jeu d'abord, c'est de vous jauger, donc ils sont là assis à côté du parent en train de vous regarder, et le parent explique, comme c'est en général le cas, c'est des enfants 8, 9, 10 ans. Et puis, ils sont là en train de vous peser, mesurer, et puis alors à un moment donné, ben oui, mais je vois quand même pas ce que tu peux faire. Allez, on va mettre les choses claires, en général, moi je pratique comme ça, on va mettre les choses très claires. Moi, je suis aussi différent. Alors, si toi tu te trouves anormal, moi je suis le chef des anormaux. Si toi tu te trouves bizarre, moi je suis général d'escadrille, je suis un super bizarre. Et je vais t'expliquer comment tu fonctionnes. Et je leur explique en général 2-3 de leur fonctionnement. Ils sont là, ils te regardent, la bouche ouverte. Ah mais attends, je vais te raconter. Voilà. Et ils lâchent, et puis vous avez les parents à côté, qui sont là, qui les regardent, mais enfin, ben, tu ne m'as pas dit tout ça. Et j'ai notamment le cas, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines, une gamine, si je me souviens bien, je crois que c'est 7-8 ans, et sa mère lui dit, mais tu ne m'as pas expliqué tout ça, tu ne m'as pas raconté tout ça. Ben, maman, si je t'avais expliqué ça, tu aurais eu peur, et je ne pouvais pas te le dire. Donc ils sont déjà en protection, ils savent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Mais par contre, ils n'arrivent pas, bien souvent, à gérer le flux de leur esprit qui va très vite. Je vais donner un exemple, un autre petit gars, il a 8 ans, il allait super bien à l'école et puis ça casse, ça bug pour le moment. Et il y a un prof, un institut apparemment, avec qui ça passe pas bien. Et l'instituteur lui rentre dedans en permanence. Et le petit gars, je l'ai pris comme je vous ai expliqué, donc je lui ai démonté d'abord ses protections, du coup il s'est ouvert, je lui ai dit écoute, voilà ce qu'on va faire. Toi je dis tu fonctionnes certainement comme ça. Le professeur il commence à te parler de quelque chose, toi tu as déjà la réponse. Pendant qu'il continue à te parler de ce quelque chose, tu as déjà 2-3 autres possibilités. Et quand la question arrive, ben, tu lui donnes celle d'en dessous, alors que lui il attend celle-là, la première. Ben oui. Tu es intelligent. Oui. Et si on utilisait ton intelligence? Ah, je veux bien. Eh bien, tu vas t'amuser. Quand l'instituteur te pose cette question-là, tu mets cette réponse-là dans un casier, instit. Et puis tu mets l'autre pour toi, tu mets l'autre pour toi, tu mets l'autre pour toi. Et quand il te dit, et alors, c'est quoi la réponse? Tu retournes dans le casier instit et tu lui donnes la réponse. Et le petit gars était là dans le divan, et c'est pas mal, hein. Et c'est un petit mec de 8 ans, hein. Et ah oui, oui, oui. Ouais, oui, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais, ok. Ok, je vais faire comme ça. Il fait comme ça maintenant. Il est remonté dans ses poings parce que je lui ai montré qu'il avait un potentiel qu'il ne gérait pas, que l'institut ne savait pas le comprendre, mais que lui ne devait pas en vouloir à l'instituteur, il ne devait pas faire son numéro, faire son malin, comme ils disent maintenant. Il devait utiliser son potentiel d'une manière, donc c'est-à-dire qu'il faut les aider à structurer leur potentiel. Ce n'est pas toujours aussi facile, je m'empresse de le dire, hein, il y a des situations qui sont compliquées. Après Indigo, on est passé à arc-en-ciel, on est passé à cristal, on est passé, fait tous les mots que vous pouvez entendre. Moi, j'ai toujours envie de ramener ça à une information assez simple, hyper sensible. Et je sais que quand je parle avec des adultes, avec des vieux, avec des jeunes, avec des petits-enfants, et que je dis « t'es hypersensible, t'es hyper émotif », c'est ça. Parce qu'après, alors vous avez toute la catégorie surdoué, HP, hyperkinétique, mais ce n'est pas toujours, tout n'est pas lié. Oui, ils sont souvent différents, mais ce sont des variantes différentes qu'il faut essayer de ne pas amalgamer. Il faut faire fort attention à ça.
Un homme a une autorité naturelle différente envers l'enfant que la femme, en règle générale de nouveau, hein, dans la majorité. Ça veut dire que la femme féminin, amour, tendresse, émotion, sentiment, jusque-là ça peut aller, pas toutes. Mais ce sont ses caractéristiques majeures. Quand elle a dû aller travailler à l'extérieur, créer quelque chose, diriger quelque chose masculin, pas homme, hein, énergie masculine, prendre des décisions, s'affirmer, présenter parfois, c'est masculin ça dans l'énergie. Donc ça veut dire que la femme qui était cantonnée à la maison doit ouvrir son énergie en masculin. L'homme, s'il s'occupe de pouponner et compagnie à la maison, plus disponible, plus à l'écoute, plus sensible, on lui demande, féminin. Il est en train, lui aussi, de trouver ses énergies. Mais, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, pas de modèle. Pour le moment, on est un peu dans la gare de triage, ça part un peu dans tous les sens. Et l'enfant là, au milieu, l'enfant différent, il va se trouver complexe déjà à gérer, j'ai envie de dire, pour un couple conventionnel. Et ensuite, il va se trouver avec un parent seul. Et il peut avoir des comportements très différents avec un parent ou l'autre. Alors, dans mon livre, j'ai notamment donné un petit exemple. C'est en général, chez la femme, que ça se présente, allez, oui, ça va, tiens, voilà. Donc, je vais reprendre l'exemple. Maman, je peux avoir? Non, je t'ai dit non. Oui, mais enfin, maman, je peux avoir? Non, je t'ai dit non. Une fois, deux fois, trois fois. Allez, lâche-moi, tiens. Bon, 3 fois. 4 fois. 5 fois. Et puis, elle va même peut-être venir rencontrer quelqu'un comme moi qui va lui expliquer le problème, sans entrer dans le petit truc que j'ai là pour le moment. Et elle va dire, ah mais non, maintenant, écoutez, moi je suis autoritaire, hein, 4 fois sur 5. Il y a une fois qui passe quand même. 5, 6, 10, 20, 30, 50, je demande et je redemanderai, puisque de toute façon, j'ai quand même rien d'autre à faire, et que de toute façon, mon but est d'avoir ce que je souhaite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande. Et maman, elle en a ras la casquette parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à être écoutée. Alors, je vais vous donner un petit truc, si vous avez des petits-enfants, je ne sais pas, ou des petits-enfants. Un petit truc qui fonctionne très bien. Ça s'appelle, j'ai appelé ça 2 fois pas 3. Donc, c'est un principe masculin, bien sûr. C'est limitatif. Nous sommes limités. Donc, 2 fois pas 3, il faut accepter. 2 fois pas 3, elles sont majoritaires. Ah non, on est à égalité. 2 fois pas 3, donc ça veut dire, l'enfant demande quelque chose. Imaginons, si je dis oui, ben, il n'y a pas de problème. Imaginons, je dis non. Moi, j'ai exprimé, j'ai eu le cas avec ma fille notamment, qui est née alors que j'étais déjà dans tout ceci, donc j'avais déjà une autre perception. Et je lui ai expliqué, il y a des fois que je peux me tromper, donc tu peux redemander. Alors tu me redemandes, ben, on va remettre, je vais écouter pourquoi tu me le demandes, je vais écouter la raison, et on va voir si éventuellement je dois te dire oui. Si je te dis oui, ben, de toute façon il n'y a pas de problème, c'est terminé. Si je te dis non, 2 fois, pas 3. C'est-à-dire que quand je t'ai dit non une deuxième fois, ça veut dire que j'avais décidé, je t'ai écouté, j'ai redécidé en finalité, c'est terminé. Mais tu as le droit de demander 3, si tu veux, 4, 5. Mais tu sais qu'à partir de la 3e, ce que tu demandes là, c'est déjà une demande suivante qui est effacée. Je l'ai mis en pratique, je vous jure. Ça fonctionne super. Et je ne l'ai pas mis en pratique avec ma fille, parce qu'elle a compris très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, et c'est ce qu'elle a dit. Donc un jour, j'ai été avec une compagne qui avait des petits-enfants plus ou moins de son âge. Une des premières choses qu'elle a fait, elle les a pris à part. Elle a dit, et mon père, c'est 2 fois, pas 3. Elle leur a expliqué. Et un jour, le petit gamin a voulu jouer au matamor. Ah oui, 2 nanas, le petit mec, il va se la péter, il commence, et je lui dis, fais attention, mon petit gars. Oui, je te le redemande une 3e fois. Je ne réponds même plus. Et puis, on en reste là. Et quelques heures après dans la journée, c'était pendant les vacances, on peut aller jouer dans le petit bois. Les 2 filles, oui. Toi, 3, non. Plus jamais il l'a fait.
Pourtant, c'était des petits-enfants que je rencontrais, il n'y avait pas très longtemps que j'étais avec. Mais je prenais la peine d'expliquer longtemps. Je vous garantis, il sait. Ça m'a fait comprendre une chose, c'est que l'enfant nouveau, il est là pour tester les mères. Parce que les mères avaient l'habitude d'être avec leur enfant en permanence, c'était leur vie, c'était leur raison d'exister. Donc, il y avait une complicité, il y avait même des coups fourrés entre maman et l'enfant par rapport à papa. Mais ici, maintenant, on est à égalité. Papa, maman, tous les deux peuvent travailler à l'intérieur, tous les deux peuvent venir garder les enfants, tous les deux peuvent se séparer et avoir les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme trouve un côté féminin un peu plus développé, mais il faut que la femme trouve un côté masculin un peu plus développé. Et pour pouvoir trouver son autorité, évidemment, c'est foireux quand on est déjà parti depuis longtemps, parce que pour réussir à installer ça quand il est ado, là, ça passe pas bien, il faut le faire tout petit, tout de suite, tout de suite. Et l'enfant, mais il comprend à la vitesse de l'éclair, et je vous certifie une chose, et il vous adore. Et il vous adore, parce que qu'est-ce qu'il a besoin, l'enfant? Il a besoin de sentir qu'il peut s'appuyer sur vous. Et si vous flanchez devant un enfant, lui, dans son esprit, est-ce que tu sauras me protéger? L'homme, instinctivement, l'enfant le sent. Le masculin, l'enfant sent qu'il est protégé par le masculin. Mais par le féminin, il ne le sent pas naturellement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le moment? L'enfant est en train de créer une réflexion sur « est-ce que tu sais me protéger? Est-ce que je peux compter sur toi ?» Et ça peut aller jusqu'à t'agresser, te provoquer. Parce que dans ce schéma de ce que j'ai besoin de comprendre, il y a en même temps une peur, un doute, une affirmation. Je suis peut-être un petit mâle, donc je vais m'affirmer, mais en même temps, j'ai tellement besoin de me sentir en sécurité. Donc, l'enfant est provocateur de la femme pour l'aider à évoluer. Et en gros, donc l'homme aussi, mais l'homme n'a pas ce problème-là, donc là, il va plutôt être au niveau disponibilité, par exemple, par rapport au père. Il va essayer de voir, est-ce que le père est présent? Avant, un père n'était jamais là, entre guillemets, il travaillait. Là, maintenant, il va voir, est-ce que papa me conduit au sport? Est-ce que papa a des présences? C'est ça, je crois, qu'il a besoin de sentir par rapport au papa. La plus grande réactivité qui est en cours pour le moment, et c'est logique puisque ça fait des millénaires que ça fonctionne, binôme, mère, enfant. Et maintenant, il faut essayer de répartir pour qu'il n'y ait plus de binôme. Et là, le thème que la société vit actuellement dans les couples reformés, c'est de vivre d'abord une séparation. Le seul qui n'est pas responsable de ça, c'est l'enfant. Le seul qui le subira contre sa volonté, c'est l'enfant. Et celui qui devra fréquenter 1, 2 ou 3 ou 4 autres, c'est l'enfant, avec des conceptions parfois très différentes et tout ça. Donc, il est en train, lui, d'apprendre quoi? Mais à ne plus rester attaché comme ça aux parents, au pluriel, au couple, à la famille, entre guillemets, ou aux parents au singulier, puisque il va de toute façon devoir apprendre à bouger, à muter, à se remuer. Donc, on est vraiment pour le moment dans un carrefour énorme, et c'est pour ça donc qu'on tenait à présenter les deux en même temps. On est vraiment ici dans un carrefour énorme par rapport à la femme qui cherche son autonomie, sa liberté, et donc pour le moment, c'est un peu le petit n'importe quoi, on n'est plus au grand n'importe quoi. Mais on est encore un peu dans le petit n'importe quoi parce qu'on ne sait pas trop bien comment gérer. Ni les personnes. J'entendais une émission tout à l'heure à la radio, il y a des articles de loi qui n'existent pas encore pour les répartitions, par exemple, de certains aspects financiers. Je crois qu'il n'y a pas de loi par rapport aux aides sociales, donc c'est-à-dire les pensions alimentaires. Mais la pension alimentaire, si on a 2 parents qui se séparent avec visite, droit de garde par semaine, et que les deux ont les mêmes revenus, ben logiquement, tout doit se partager. Mais non, la rente alimentaire, il n'est prévu nulle part qu'elle peut se partager, il n'y a pas de loi qui est prévue pour ça. Par exemple, c'est une bêtise, hein, mais c'est un des trucs. Donc ça veut dire qu'on est toujours en train de se dépêtrer un peu de tout, mais l'enfant, lui, il court devant. Il n'a pas le temps, lui. Il est formaté, j'ai dit TGV. On part. 3D, 4D. Et quand vous voyez un petit enfant, vous lui donnez... Moi, j'ai un nouvel appareil depuis pas longtemps, enfin un mois et demi, 2 mois.
Et il y a des trucs que j'ose pas aller toucher dessus, comme si j'avais peur que ça me saute à la figure. Le petit gosse, il va dire, mais si, attends, regarde, tu vois, tu fais ça, il sait déjà qu'il faut faire ça sur le téléphone. Bon. Et il va aller dessus, il ose, c'est tout bête, il ose. Mon fils, t'as petit king Internet, il me dit, mais papa, qui dit sur Internet, sur l'ordinateur, si tu ne le fais pas, oui, j'accepte d'effacer, tu ne feras pas péter quelque chose. Mais nous, on a peur d'aller ouvrir une fenêtre, on se dit, oui, est-ce que c'est la bonne? Et comme s'il y avait une bête derrière. Eux, oui, tout à fait. Oui, la boîte de diable. Tout à fait naturel, le petit enfant, le GSM, le ceci, cela. Tout est symbole. Ils fonctionnent tout au symbole maintenant. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à l'école. Parce que retenir des phrases entières, c'est compliqué. Donc voilà un petit peu où on se trouve pour le moment par rapport à la femme, par rapport à l'enfant. Et donc il faut essayer de voir comment on peut essayer de gérer certaines situations pour rester juste, équitable. Voilà aussi pourquoi on n'arrive peut-être pas, parce que notre passé peut éventuellement nous bloquer encore et encore, parce que tant que votre inconscient garde en mémoire des faits du passé toujours souffrants, ben, ils viennent de façon sous-jacente, ils viennent saboter vos tentatives d'affirmation. Et l'enfant, il le sent aussi sûrement que le dauphin avec son radar. Si vous avez une faille, à 2 mains dedans, il le sait, il sait exactement ce que vous allez manquer, ce que vous n'osez pas dire non, ce que... Aucun problème. Si on peut se baser sur eux et se dire, tiens, quand ils détectent quelque chose, je regarde pourquoi il l'a détecté et ce que je peux faire, vous allez évoluer à la vitesse de l'éclair. Mais on n'en est pas encore là. On a tendance encore à se dire, ah, merdeur. Je l'ai dit tout bas. Voilà, je vous écoute. Dites-moi un peu ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse, ou ce que vous aimeriez approfondir. J'aimerais bien que tu reviennes sur les 2 mais pas 3. Ah oui, oh, ouais, c'est intéressant. Oui. Donc 2 mais pas 3, qu'est-ce que c'est? Je dis à l'époque, nous n'avions même pas l'idée de redemander. Quand tu demandais quelque chose et que tu avais l'autorisation, tu te la faisais toute petite jusqu'à ce que, pas jusqu'à l'heure avant, jusqu'à la minute après, c'est-à-dire celle où tu étais loin assez pour ne plus qu'on puisse te rappeler. Mais tant que tu n'étais pas là au bout de la rue, tu te sentais encore en fragilité. Deuxième phénomène qu'il y avait à l'époque, tu avais, papa te le disait, maman te le disait, grand-père te le disait, grand-mère te le disait, le curé, le garde champêtre, le boucher, le voisin, et tu le prenais 25 fois dans la figure pour le même prix. Donc, on n'était pas du tout ouvert. L'enfant, maintenant, donc, est ouvert. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a? C'est « j'ai droit ». C'est son idée. Donc, il faut essayer de se mettre dans ce concept et sortir du concept. Ben oui, mais moi, je n'avais pas beaucoup, donc je vais donner. Ben oui, je vais donner ce que je veux bien donner. Je dois, moi, trouver mon propre équilibre. Si je suis en faille, que fait l'enfant? Faille, c'est ça. L'enfant, il passe à travers... Maman, qu'est-ce que je dois dire? Ok, tu me le demandes, je t'ai dit non. J'ai sûrement une raison. Mais elle n'est peut-être pas tout à fait bonne. Donc là, j'évolue déjà très fort. Je me dis, ma raison n'est peut-être pas tout à fait bonne. Donc j'accepte de te réécouter. Que fais-je? 1, je décide. C'est normal, c'est mon rôle. 2, je passe au-dessus de ma rigueur qui est bien souvent mise parce que j'ai peur de trop flancher. Il ne faut jamais oublier. Quand plus on est rigide, c'est parce qu'on a peur de plier. Donc, je passe au-dessus de ça. C'est génial, 2 fois. J'ouvre à l'écoute. Je te dis, ok, je peux t'entendre. Je t'écoute et je t'explique pourquoi. Nos parents ne nous ont jamais expliqué pourquoi tu n'avais pas. Point barre. Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Là, je te réponds. Et puis, je montre ce que tu attendais. Il y a une ligne là. Et il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Et la ligne, regarde un peu tout ce qu'on vient d'apporter, regarde un peu tout ce qu'on a ouvert, et puis maintenant, je vais encore t'ouvrir quelque chose, c'est-à-dire que je vais fermer. J'ouvre une information, je suis forte, je sais pourquoi je te dis ça, j'ai fait la part des choses et je t'ai offert le droit de m'exprimer, de t'expliquer. Maintenant, je deviens l'adulte. Et là, je ne suis plus ni femme ni mère, je suis l'adulte qui doit manifester à l'enfant son autorité. 2 fois, pas 3. Et pour que
qu'il n'y ait jamais de tromperie, j'expliquerai même jusqu'où ça va après, mais je te préviens avant que quand tu demanderas 3, c'est-à-dire que quand tu auras voulu dépasser mon autorité, je ne répondrai pas, parce que ça ne sert plus à rien, parce que si je réponds, on est parti pour des heures, je ne réponds pas. Et quand tu me demanderas quelque chose, le 3 annule. Donc la chose suivante que tu demandes, tu sauras déjà que je dirai non. C'est ça, c'est cette dynamique-là que je n'arrive pas à suivre. Il faut qu'il sache que... Le 3, ça annule automatiquement. Alors le 3, moi je vais me faire finot. Je suis le petit mec super finot. J'en ai rien à foutre, moi, d'aller éventuellement, je ne sais pas, regarder quelque chose à la télé. Mais j'ai compris ton système. Maman, je peux aller regarder la télé? Non. Oh. Et puis il sort. Ouais. Oui, parce qu'il sait qu'il t'a demandé quelque chose qu'il ne veut pas, tu lui as dit non, donc pas de problème, le truc d'après, il peut l'avoir. Tu dois encore en plus sentir que c'est vraiment une demande. Mais l'adulte est là pour ça. L'adulte, il est là pour être aussi intuitif, intelligent, réceptif, et sentir que la chose est bonne ou pas. En faisant ce système de 2 fois pas 3, il y a un autre phénomène qui se met en place, c'est que l'enfant va se rendre compte que tu as une ouverture, une gentillesse, une écoute et une rigueur. Ce qui veut dire que pour plein d'autres choses de la vie, telles par exemple le bordel mis à terre par un jeu, et puis on veut aller dans l'armoire pour sortir le jeu suivant, non, tu remets d'abord le jeu, souvent la maman le répétera, je ne sais pas combien de fois, et puis en général elle le ramassera elle-même. Non, il faut que ça, ce soit la même chose. L'enfant, et j'ai toujours constaté, le petit animal fonctionne exactement pareil, donc c'est instinctif, le petit chien, le petit chat, c'est pareil. Moi, je connais un cas, on caresse le chien en lui disant « Non, tu ne peux pas monter sur le divan. Non, tu ne peux pas monter sur le divan. Non, tu ne peux pas monter sur le divan. » Et puis la minute d'après, on était en train de le caresser. Et puis le lendemain « Mais enfin, je t'ai déjà dit que tu ne peux pas monter sur le divan. » Mais non, puisque le chien, on l'a caressé après, on lui a mis la tête et les pattes de devant sur le divan, on l'a caressé, ben lui, il ne sait pas la différence. Ça doit être clair, net. Je n'ai pas dit qu'il faut être un anarchiste, qu'il faut cingler, qu'il faut casser, c'est pas ça du tout. Mais vous devez sentir le oui, le non. Il y a des moments où vous pouvez être très cool. Moi, je suis quelqu'un qui suis à terre avec les gosses. Je joue, et parfois, quand ils sont trop tranquilles, c'est moi qui vais les taquiner. Mais à côté de ça, il faut aussi que tu puisses dire à un moment donné, allez, on a assez joué, on arrête. Alors j'ai déjà vu des cas où le père va jouer, et puis à un moment donné, il dit, allez, on arrête. L'enfant n'arrête pas, paf, je te dis qu'on arrête. Mais non, attends, là, tu l'as fait monter dans les tours, l'adulte doit être intelligent assez que pour savoir qu'il faut réduire les tours. Et puis à un moment donné, de nouveau se montrer sec. Mais l'enfant, la seconde d'après, il est dans tes jambes. Parce que c'est ça qu'il attend. Il attend que tu lui montres « Je t'aime tellement que je sais te montrer que tu peux compter sur moi en bien, en écoute ou en rigueur. » Et les enfants fonctionnent très bien comme ça. C'est un petit truc génial. Quand les enfants ont 16 et 18 ans. Alors là, ben, vous partez en vacances. Parce que les enfants, j'en ai parlé tout à l'heure un petit coup, j'ai dit si on a affaire à un ado. Alors imaginez que vous entendez ceci, vous vous dites, wow, c'est génial ce qu'il a raconté, reçu 5 sur 5, je vais y aller. Là, arrêtez tout de suite, parce que l'ado, il se dit, attends, là, quand moi j'étais petit, je voulais peut-être même bien être gentil, et toi tu me donnais, tu me poussais, Et puis moi, ben, j'ai commencé à me dire que de compte fait, c'est comme ça que ça devait fonctionner. Maintenant, ben, moi j'ai mon autonomie, et puis tu voudrais venir me saquer. Mort, là. Là, c'est mort. Vous ne pouvez entrer en résonance avec un ado que, je ne vais pas dire d'être aussi explicite que ce que je ne suis, mais d'être aussi direct. En fait, ils adorent le direct, pas la morale. Si vous commencez, je l'ai été pendant longtemps et ça énervait mon fils qui est plus âgé, lui. Et alors, il disait, ben oui, mais je te pose une question, et puis, ben oui, en plus que je suis, en plus que je suis thérapeute et que j'aime bien te parler, donc évidemment, tu lâches tout. Non, c'est
T'es ado, dis, écoute, moi j'aimerais vraiment que tu fasses ça. Réfléchis-y un peu, tu m'en parleras. Qu'est-ce que je fais en général? Si j'ai fait ça, imaginez que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites après? Non, mais attendez, je lui demande, elle me dit rien. Ah, vous faites rien? Non. Voilà. Ça servait à quoi de répondre ça? Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une suite, vous voyez? Vous lui dites, à partir du moment où vous lui dites, voilà, moi maintenant, imaginons, je ne sais pas du tout, elle ne me répondait pas, pas besoin de déballer. Imaginons que maintenant vous êtes seul avec vos enfants, donc c'est un peu difficile à gérer tout. Et là vous dites, bon ben moi, ce n'est pas moi qui gérais tout toute seule, même si c'est moi qui m'en occupais le plus, mais il y avait quand même l'autorité de l'homme qui était derrière, elle n'est plus là pour le moment, il est peut-être même de l'autre côté en train de provoquer un petit peu. Donc il faut que je leur montre que j'ai besoin d'eux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer aux enfants, écoutez, voilà, dans la situation où nous sommes, voilà ce qui se passe. Moi, je ne sais pas m'en sortir toute seule comme ça, j'ai besoin de votre aide, mais je ne veux pas l'imposer. Alors je voudrais que vous réfléchissiez de votre côté et que vous m'en parliez. Là, vous m'avez dit, ben oui, après je ne dis plus rien. Mais non, à ce moment-là, je ne dis plus rien. Mais demain, ou samedi, je vais les reprendre à un moment donné, ou le reprendre, et je vais lui dire, voilà, je t'ai posé une question l'autre jour, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as conçu, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu penses? Et si tu n'as rien à me dire, ben, moi je vais te proposer quelque chose. Et tu réfléchiras de nouveau. Donc là, je vais transiger. Si je n'ai pas eu l'autorité forte sur mes enfants quand ils étaient petits, je ne vais pas devenir un autoritaire fort sur un adolescent. Ça ne sert à rien. Donc, je dois le prendre intelligemment. Je ne dis surtout pas de ramper, hein, vous ne me verrez jamais ramper, surtout devant un enfant, jamais, déjà devant personne. Mais vous avez besoin de lui montrer que vous dirigez quelque chose. Et ça, évidemment, c'est le passé qui peut nous perturber. Je n'ai pas été habitué, tout le truc. Ce qui fait dire que si on veut gérer comme il faut l'enfant, ben, il faut, en règle générale, se libérer, soit pour être en ordre d'expression. Mais donc c'est important, il faut toujours qu'il y ait un suivi. Lui, il va laisser noyer le poisson, il va l'oublier. C'est ce que monsieur disait, c'était juste parce que je voulais entendre madame, parce que j'avais vu qu'elle n'allait rien dire, j'avais senti. Je pose la question et puis je laisse, mais non, justement. Quelle pression, quelle impression lui donnez-vous quand vous demandez quelque chose qui ne répond pas et que vous ne demandez plus? Ben, en gros, j'en ai rien à foutre que lui pense, hein, pas vous. Mais lui pense, mais moi j'en ai rien à foutre de ce qu'elle me demande. Et elle, de toute façon, que je lui réponde ou pas, ça ne change pas. Alors évidemment, le problème, je l'avais dit tout à l'heure, avec les ados, si on n'a pas fonctionné comme il faut tout de suite, ce qui est souvent le cas, mais pour redresser, il n'y a qu'une solution, c'est un dialogue, mais pas un dialogue moralisateur. Alors c'est peut-être aussi de provoquer des petites choses, par exemple anodines, à un moment donné, ben, il n'aide jamais, par exemple, mais au moment où il passe, je prends les assiettes et je lui mets dans les mains. Mais je ne lui donne pas d'ordre. Je lui dis, tiens, tu veux bien prendre ça? Mais tu veux bien prendre ça? Au minimum, il va aller les poser jusque sur la table. Quoi? Il fait ça. Oui, mais les camions aussi, ils font ça. Vous n'avez jamais entendu là? Mais en attendant, ils tirent la charge et laissez-le faire. C'est pas grave. Vous voyez, vous vous arrêtez à ces détails. Ouais. Donc moi, gosse, ado, je sais exactement ce qu'il faut pour te mettre en voie de garage. Ah, mais c'est frustrant. Hein, parce que... Ah ouais, mais pourquoi il a le droit de faire? Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire? Et pendant ce temps-là, vous vous chantez la Traviata. Et vous le laissez faire. Et vous chantez. Mais non, justement, regardez un peu comment vous êtes déjà en défense de sa situation. Vous êtes en train d'expliquer le mal-être que ça vous crée, que lui fait ça. Mais laissez-le faire son mal-être. Qu'est-ce qui compte? C'est qu'il vous aide. Alors qu'il le fasse ou en n'importe quoi, mais qui vous aide. Quand vous lui demandez, deuxième point, premier c'est qu'il vous aide, deuxième quand vous lui demandez, parce que bien sûr je le ferai quand je veux. Et puis le troisième, même en ado, c'est à un moment donné, puisque j'aurais fait une série de tentatives de dialogue, si c'est complètement fermé, je dois pouvoir, à un moment donné, lui dire, écoute, et si tu ne veux rien faire, et si tu n'écoutes pas, et si tu ne veux pas partager avec moi, moi je ne suis pas d'accord qu'on continue comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire alors? Il va dire quoi comme ça?
Vous êtes séparés? Vous êtes... Non. Non? Et monsieur n'a pas de pouvoir? Monsieur ne réagit pas. Regardez, vous avez fait comme votre fils. Sinon, je suis un vicieux, je regarde. Vous avez fait... Ben, parce que la famille va fonctionner. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont copié? Et quand ils voient que ça fonctionne bien, mais oui, mais c'est... Ne rajoutez pas. Mais c'est ça, c'est là le grand problème. On voudrait trouver la solution chez l'ado qui lui est en train de se chercher, mais en ne trouvant pas les repères comme il faut. C'est pas du tout la critique, on fait tous des erreurs, ne vous tracassez pas. Mais c'est ça. Mais ça veut dire que il faut que vous lui montriez que vous avez changé, que vous avez une autre perception. Mais pour que vous ayez une autre perception, la première chose, moi quand j'ai affaire à quelqu'un comme vous en thérapie, mais je suis grossier, moi, je coupe tout le temps. Et chaque fois que vous allez essayer de me justifier l'enfant, je vais couper. Mais je ne vous demande pas de faire l'avocat de l'enfant, je vous demande vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous, comment allez-vous faire? Et vous allez en général prendre le modèle, la réponse, ben oui, mais ils ne font pas, ben oui, mais ils ne m'obéissent pas, ben oui, mais c'est pas ça que je vous demande. Vous, là, qu'est-ce que vous réagissez? Et alors je coupe régulièrement pour amener la personne à arrêter d'aller se projeter là de l'autre côté, qui ne veut pas le faire, donc vous êtes tranquille, ça ne changera rien. Moi, je dois trouver un moyen pour que lui change. Mais pour qu'il change, il faut que moi je change. Ah oui, c'est embêtant. C'est parce qu'on veut tout de suite, quoi. Il est heureux, il reporte toujours ça au lendemain. Elle fait de la vaisselle, par exemple. Oh, je ferai demain matin. Alors, ils veulent quelque chose parce que c'est pas mal. Mais alors on a plus vite, et ça m'énerve moins alors de le faire moi-même. Ben voilà, mais voilà. Mais ça c'est la pommade. C'est la pommade phénoménale. Et vous croyez qu'il fait écrit du con chez votre enfant? Et qu'il n'a pas compris que quand il ne le fait pas, vous le faites quand même et que demain il n'y aura pas de problème. Donc qu'est-ce qu'il faut? Gentiment, sans vous fâcher, alors qu'il est déjà au lit ou dans sa chambre, tu veux bien aller arranger le lave-vaisselle s'il te plaît, et je pars dans la salle de bain. Et puis quand je ressors de la salle de bain, dis, tu veux bien s'il vous plaît aller, je t'ai demandé d'arranger le lave-vaisselle. Et si je dois le faire, comme eux sont capables de le faire 2 fois, 5 fois, 10 fois, et à un moment donné ils vont me dire quoi? Eh, tu me bourres? Ben oui, ben moi je veux bien que tu bourres le lave-vaisselle. Vas-y un peu. Ouais, mais c'est Là, il faut qu'il y ait de la pêche. Il faut qu'il y ait de la conviction. Parce qu'eux, ils sont convaincus que je ne le ferai quand même pas. Est-ce que vous avez autre chose qui vous perturbe par rapport à l'enfant ou à la femme? Ou est-ce que tout est clair? C'est parfait. Moi, je suis perturbé par une chose, c'est que Oui. je retrouve tout ce que tu viens de dire, mais je suis en train de vivre quelque part, alors que j'ai 45 ans, mais des gens qui ont 40 ans. Attends, tu peux m'expliquer un tout petit peu? Pas des détails, hein? Non, des situations. Mais tu me dis... J'ai des incompréhensions de l'autre, alors qu'il y a des demandes, par exemple, ou bien des trucs où il est en train de se passer, les demandes ont été posées, claires. Donc de ta part vers l'autre. De ma part vers Oui. d'autres adultes, et ça joue à l'autruche jusqu'à ce que le truc ne se fasse pas. Donc si tu compares à ce que je viens de parler, tu prends les autres adultes un peu comme des ados qui veulent fuir. Jusqu'à maintenant, non, mais c'est ce que je suis en train de penser. Oui, oui, mais je demande là maintenant, toi c'est ce que tu Ouais. perçois. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours tous des enfants. C'est-à-dire qu'on a toujours des fonctionnements inconscients du passé. Ça veut dire que si ta demande, donc je ne te connais pas et je ne sais pas ce que tu as vécu et je ne demande rien, si ta demande manque de tripes, si ta demande manque de conviction, pas de crier, pas d'être sec, mais que tes énergies sont claires, je demande ça et pour moi c'est naturel que je dois le recevoir ou que ça doit se faire. Mais que tu as peur de toi, que tu as des doutes, qu'on ne te répondait pas quand tu étais enfant, que les choses ne se passaient pas souvent comme ça et tout ça, tu as toujours ça qui est en train d'animer ta vibration. L'autre, inconsciemment, va recevoir une demande sans force, sans puissance. Et donc, il va même peut-être
comme s'il ne t'entendait pas, comme s'il ne te remarquait pas. Et ça alimente chez moi, parce que je vois cette partie-là chez l'autre, Oui. ça alimente la colère qui fait qu'au moment, à chaque fois que je pose l'action verbale, Ouais. faire la demande, j'ai un truc, je me dis, si je lâche, ça va pas fonctionner, quoi. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, c'est l'autorité qui me paye, c'est l'autorité qui... Ah. Donc c'est compliqué, la situation. Dans la cause que j'ai donnée chez toi, je suis un peu juste. Oui, J'ai dit de l'enfance. De quoi? Que j'ai dit de l'enfance, c'est que quelque part, il manquerait une puissance chez toi parce que tu n'as peut-être pas été entendu assez, parce qu'on ne t'a peut-être pas répondu assez, Oui, parce que à peut-être... chaque fois que j'arrive à l'endroit pour m'exprimer, bizarrement, la personne qui est réellement concernée par le truc qui n'est pas là, je m'exprime un petit peu parce qu'on me pose la question qu'est-ce qui se passe. Donc je le dis en posant carrément, clairement les choses, parce qu'en face, il y a quelque chose qui résonne aussi et qui commence déjà à défendre la personne qui est partie avec les mêmes intérêts, entre guillemets, alors qu'ils ne savent même rien. Et moi, ça me met dans une colère supplémentaire. Mais c'est... Tu peux exprimer quelque chose à quelqu'un qui me pose une question, qui commence déjà à prendre la défense d'un autre et démonter mon système, alors qu'en fait, je dis... Mais je t'entends... J'ai l'impression que c'est un groupe, à un moment donné. Oui, je t'entends bien, mais la cause, elle est toujours à l'intérieur de toi. Je ne dis pas que les autres n'ont pas tort, hein, mais je veux dire que la cause profonde, elle est toujours à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'impact, si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas la conviction nécessaire, tu n'auras pas le retour. Et tu vas tomber, suivant les qualités et défauts des autres qui sont en face, tu vas tomber sur des réponses, sur des trucs hors normes, qui ne ressemblent à rien, qui ne cadrent pas. Mais la clé, tu n'as pas la clé des autres, tu n'as jamais la clé que de toi. Donc, toi, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que quand je m'exprime, et j'ai dit peut-être même que parfois tu peux paraître, si ça va jusque-là, je ne sais pas, tu peux paraître invisible. Tu peux avoir l'impression, mais j'ai l'impression qu'on ne m'a même pas entendu, qu'on ne m'a même pas compris. Eh bien, c'est un manque de conviction là, parce que dans l'enfance, tu aurais un cliché XY qui crée une faille. Est-ce qu'il n'y a pas un désir aussi, même en tant qu'adulte, qu'à un moment donné, j'agisse ou que je réagisse? Est-ce qu'ils n'attendent pas, est-ce qu'ils ne sont pas en train de créer tout un phénomène aussi, en jouant, en envoyant la balle à l'autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un peu un pétage de plomb, quelque part, dont ils auraient besoin? Oui, peut-être. Nous allons être tous les deux face à ces gens-là. Ils vont peut-être le faire devant toi, mais ils ne le feront pas devant moi. Bien sûr, oui. Parce que ma conviction, ils n'auront pas envie de jouer un jeu de provoque. Ils jouent un jeu de provoque parce qu'ils sentent une faille. Donc oui, tu as raison dans ce qu'ils font, mais toi, la seule chose que tu sais travailler, c'est ta faille. Ouais. Donc si tu veux qu'on t'entende, tu dois être maître de toi. Et intellectuellement, c'est ça le grand problème, intellectuellement, tu as l'impression et tu as la conviction de très clair, très précis et tout ça, ce qui est certainement juste, mais il manque une vibration là. Il manque une force là. Parce que là, tu es fragile, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et tu dois soigner ça, et puis après, tu verras que les gens ne te regarderont plus pareil. Ouais. J'ai déjà expliqué ça à des personnes qui étaient cadres dans des assurances, par exemple, des choses ainsi, et le type me disait, mais enfin, j'arrive dans une société, le mec, mais il me toise. Mais moi qui dis, je dois venir présenter mes assurances, c'était type Arcelor, quoi, enfin, chez Arcelor. Donc, il dit, je sais que je viens pour un contrat, je suis obligé mais je dis, tu es obligé de te la faire, mais il ne faut pas, en même temps, il ne faut pas te sentir inférieur à l'autre. Ouais, mais il faut voir comment il est. Je faisais comme madame me faisait tantôt, il faut voir comment il est, il faut voir comment... Mais non, moi, j'en ai rien à faire. Je n'ai rien à faire de là. Moi, comment est-ce que je suis? Est-ce que moi, je suis maître de ce que je viens faire? Est-ce que moi, je suis maître de moi? Est-ce que moi, je me sens en ordre avec ce que je viens présenter et ce que je viens faire? Et si je suis comme ça, l'autre, il sera le pape, le premier ministre, le péteux, le n'importe quoi, j'en ai rien à cirer. Moi, je viens présenter ça, ça va ou ça va pas, point barre, et je pars. Ou je gagne. Il est parti à la rencontre suivante, il m'a dit, j'ai rien compris, le type est venu me trouver, il m'a dit, tu ne penses pas qu'il serait temps qu'on se parle un peu? Il a pris un café avec, il dit, ça a été fini, terminé. Il avait juste changé là. Changé sa truc. Pour madame, c'est le même principe avec l'enfant tout à l'heure. C'est exactement le même phénomène que Laurent raconte. Hein. C'est le même principe. Vous, avec votre enfant, c'est exactement la même chose. Il faut que là, il sorte que non. Point barre. Ah, ils aiment bien les point barre. C'est non, point barre. Et quand si c'est non, vous devez dire, c'est non. Et je m'arrête là.
Et s'il sent que c'est comme ça, il ne va pas insister. S'il sent que c'est fragile, mais il sent, même si vous ne le sentez pas, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Même comme vous m'avez dit, je suis très sûr que quand vous arrivez devant, vous mettez de la pêche, vous mettez... Oui, là, il manque. Le qui. Wow. Ça passe là. Ça va? Ben, puisque tout est bien comme ça, réfléchissez, tournez, allez-y, raisonnez, expérimentez. Des enfants, des petits-enfants? Des ados, il y a un peu plus petits. Il y a moyen de s'amuser. Je connais. Mais le principe est toujours, il faut arriver à oui, être zen. Être zen, même si ce n'est pas toujours le cas. Et je peux m'énerver, même zen. Hein. Il y a une manière zen de s'énerver. Mais si, parce qu'on est des êtres humains. Mais je peux m'énerver, mais pas perdre pied. Si je m'énerve et que je perds pied, ma fameuse affirmation là, que je dis tout à l'heure, elle est foutue. Que va faire l'autre la première fois? Imaginons que vous réussissez à aller comprendre le pourquoi sur votre enfance et tout ça. Vous changez ça la fois d'après, vous arrivez devant lui. Surpris, il peut basculer tout de suite et vous répondre, et vous allez rester la bouche ouverte en train de vous dire tiens, il me répond cette fois-ci. Mais il peut aussi vous provoquer. Et il va provoquer quoi? En se disant attends, c'est pas possible, depuis autant d'années, moi je le mate, ben, je vais encore le faire. Et quand il va sentir que vous restez, là, temps mort, c'est lui qui s'arrête là. Parce qu'il se rend compte que c'est fini, vous n'êtes plus vulnérable. Vous prenez deux sœurs jumelles qui sont dans la rue, il ne faut pas le trottoir, hein. Elles sont chacune sur un trottoir différent, elles passent toutes les deux. Il y en a une qui marche comme ça et qui longe les murs. Et vous avez l'autre qui se tient bien droit, avec son sac bien droit et tout. Vous croyez qu'on va attaquer qui? Laquelle? Mais il n'y a pas photo. Les enfants, ils sortent ça tout de suite. Et si monsieur, à un moment donné, dit quelque chose, et que monsieur se fait respecter, je ne sais pas, il ne dira pas 5 fois. Mais lui, c'est géré sans crier, sans... Ben oui. Ouais. Là. C'est pour ça que les hommes ont un gros bidon, peut-être, je ne sais pas. Non, ça commence. Hein. Moi, j'ai de l'expérience. Enfin, voilà. J'espère que ça va vous aider à un petit peu avancer là-dedans, à gérer tout ça. Et amusez-vous bien chez vous, parce que c'est amusant d'expérimenter. Et en observant, c'est assez intéressant. Il faut apprendre à observer, et toujours une toute petite technique, autant vous, tout à l'heure, vous l'avez fait dans votre cas, et toi, Laurent, tu l'as refait dans le tien, c'est oui, mais l'autre. Non. L'autre, dans mon exposé, l'autre ne doit plus exposer. Si, l'autre existe juste le temps que j'explique ce qui s'est passé, et puis l'autre ne doit plus exister dans mon analyse. Dans mon analyse, c'est moi, tout seul. Qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire autrement. L'autre, c'est la manière que j'ai de me fuir. Et je reporte sur l'autre tout le temps le pourquoi, le comment, mais non, c'est là. Et ça va tout seul avec ça. Voilà, portez-vous bien, bonne soirée et arrivederci.